il est temps, il est temps. Afrique noire, Afrique blanche, il est temps, il est temps, il est temps. Rien au monde ne vaut plus que la paix. Rien au monde ne vaut plus que la paix. Il est temps, il est temps. Changeons la violence en dialogue. Quatrième tentative de révision constitutionnelle sous Patrice Talon. En 8 ans de gouvernance à la tête du Bénin, le président Patrice Talon est à la 4e tentative de révision de la Constitution du 11 décembre 1990, qui est demeurée inchangée durant 29 ans. Les présidents Soglo, 1991-1996, Kérékou, 1996-2006 et Yahi, 2006-2016, ont gouverné le Bénin 25 ans durant, sans effusion de sang, dans la paix et la concorde, en organisant régulièrement des élections inclusives et pacifiques, malgré les grèves perlées, la presse virulente, une certaine société civile bavarde. Les alternances ont toujours été sans heurts. Le Bénin, jadis havre de paix, bascula dans un cercle infernal de mouvements sanglants, d'emprisonnement, d'enlèvement, d'exil, de meurtre, de prise d'otages, de clandestinité, de tueries massives à balles létales à chaque consultation électorale depuis 2019 sous Patrice Talon. Il a fallu seulement l'arrivée au pouvoir du bailleur occulte des perturbations sociales pour que, malgré l'asphyxie des espaces d'expression pluralistes, la suppression des grèves, l'on ose des assauts répétés contre la Constitution, la charte des partis politiques, le code électoral qui ébranle le pays. 4 avril 2017, première tentative de révision de la Constitution du 11 décembre 1990. C'était sous la 7e législature. Échec. 5 juillet 2018, deuxième tentative de révision de la Constitution du 11 décembre 1990. C'était sous la 7e législature. Échec à nouveau. 31 octobre 2018, troisième tentative de révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Succès sous la 8e législature avec les députés de sang de l'Assemblée nationale monocolore. Cette révision a généré la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. 26 janvier 2024, quatrième tentative de révision constitutionnelle enclenchée. En effet, le député Hassan Seibou, Bloc républicain, a introduit au Parlement une proposition de loi portant révision de la Constitution. L'élection présidentielle est l'élection majeure dans un régime présidentiel parce que le président de la République est le titulaire du pouvoir exécutif et la clé de voûte du régime constitutionnel et du système politique. À ce titre, l'élection du duo président de la République et vice-président de la République devrait être le fer de lance des séquences politiques déterminées par l'alignement des mandats électifs.
l'organisation des élections législatives et communales avant celle du duo président de la République et vice-président de la République n'est pas l'idéal pour la nature présidentielle de gouvernance politique, économique et sociale, argumente le député Hassan Seibou. Dans cette brève présentation, nous allons nous exercer à interroger les justificatifs et les motivations du comportement de quelques acteurs politiques et de la société civile relativement à la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 à travers le temps. Cet exercice a l'avantage d'exposer la fluctuation de l'opinion de certains politiques en raison de leurs intérêts égoïstes immédiats. Aucune idéologie, aucune morale, aucune conviction ne sous-tendent fondamentalement leur position politique. Monsieur le Président, de quoi tout le monde doit être sûr et certain? Je voudrais que tout le monde soit sûr et certain d'une chose. C'est pas extraordinaire. Le mandat unique, cette réforme ne passait pas. Dans tous les cas, à titre personnel, je ferai le mandat unique pour montrer à mes concitoyens que j'y crois fermement et qu'en 5 ans, on peut faire le job, excusez-moi le terme, et laisser la tâche à d'autres personnes. Nul ne peut. Maître Joseph Diogbenou, est-ce que le temps est à la révision constitutionnelle? Voilà, le temps, je conclus, n'est pas à la révision. Première question, le temps. Deuxième question, la méthode. L'initiative, le processus. Le processus est-il conforme à ce que l'on aurait souhaité? Sur ce point, je ne partage pas tout à fait les observations de professeur Topane, même si c'est une virgule. Nous sommes à l'apprentissage démocratique. Sur un texte constitutionnel, le citoyen doit être interpellé. Le débat doit être fait sur les médias, même si c'est une virgule de la Constitution. Le débat doit être fait dans les universités. Le débat doit être fait dans les associations, dans les médias. Le lien entre le goût et le bariba, c'est la Constitution. C'est la Constitution. Ce qui soude ce pays, c'est la Constitution. Ce qui soude ce pays, c'est la Constitution. Maître Alain Sourou Orunla, est-ce que le gouvernement se soucie-t-il du respect de la Constitution? Restez sur le fond du sujet. Le gouvernement, je vais dire le régime, les hommes politiques, nos représentants, nos responsables aujourd'hui ont démontré qu'ils ne se soucient pas de la Constitution. La preuve en est que lorsque la Cour constitutionnelle avait recadré un certain nombre de dispositions anticonstitutionnelles votées par le Parlement, qui aurait dû le savoir, vous savez bien, eh bien, le gouvernement a ignoré ces décisions. Et quand la nouvelle mandature de la Cour est arrivée, le président Diogbenou a été élu, et je dis que c'est vrai, quelle que soit la sympathie qu'il m'inspire, ce n'est pas orthodoxe qu'un ministre emblématique d'un gouvernement qui a foulé au pied les décisions de la Cour constitutionnelle soit désigné de cette manière très maladroite et suspecte, puisqu'il aurait pu être désigné par le président de la République, il a été désigné par le Parlement, d'où la complicité dont je parle. Et qui se retrouve à la tête de l'institution, dont les premières décisions consistent non seulement à déclarer conforme à la Constitution les lois qu'il a fait voter en tant que garde des Sceaux, je veux parler du Code pénal par exemple, donc faisant de lui juge et partie. Ensuite, voilà une Cour constitutionnelle qui se transforme en cour d'appel et qui revient en peu de temps sur les décisions qui ont été rendues par la précédente Cour, qui venait même à peine de sortir. Une manipulation, une machination qui les discrédite et qui les disqualifie dans la légitimité de vouloir toiletter ou amender notre Constitution.
Le problème est plus profond. Les députés actuels ne sont pas libres. Leur opinion... Ça, je voulais poursuivre. Vous parlez, quand on prend le cas d'espèce, Maître Alain Oula, nous avons connu des grands hommes. C'est vrai, le temps prend l'homme parfois à l'usure, mais je ne crois pas qu'il s'agit de leur cas. Vous prenez le président, Bruno Amoussou, Antoine Kola-Oleidi, Mathurin Kofinago, les autres, jeter les noms à raison. Joël. Mais non, vous n'allez pas dire ça de ces grands hommes. Nous prenons de notre temps. Oui. Et nous prenons des risques à venir débattre. Tout à fait, tout à fait. Et il y a un temps pour la courtoisie et un temps pour la vérité. C'est ce que je veux bien savoir. Un grand homme, oui, c'est un homme qui sait résister, quelle que soit la tempête, et qui s'arc-boute sur les principes. Le président Bruno Amoussou, qui est qualifié de renard de Diakotomé, renard, ça veut dire qu'il s'adapte aux circonstances. Ce n'est pas quelqu'un qui trace une voie et qui reste ferme dans l'option. Le président Kola-Olé, il a varié. C'est vrai qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Moi, je ne veux pas jeter d'opprobre. Mais toujours est-il que si, pour avoir été élu sous un régime qu'il soutenait, il se retrouve brutalement basculé dans l'autre camp, il y a déjà un problème. Nous savons à quel point certains députés sont tenus. Parce que si vous savez que le Parlement est un refuge et qu'on y envoie des gens avec beaucoup d'affaires et qu'il faut lever des immunités, il ne faut pas les lever, etc., ils sont tenus, ils ne sont pas libres. Et quand bien même on considérait qu'ils sont libres, ils ne sont pas responsables. Parce que, à 6 mois de la fin de leur mandat, même s'il y a un principe de continuité, on liquide les affaires courantes. Ce n'est pas à la veille de son départ qu'on pose un problème aussi crucial et fondamental que la révision de la Constitution qui a été refusée. Professeur Victor Tokpanou, en quoi est-ce que la Constitution actuelle empêche le président actuel de la République de payer régulièrement les salaires ou l'empêche de respecter les dispositions de la Constitution? Ou en quoi est-ce que la Constitution actuelle empêche le président actuel de payer régulièrement les salaires? Je veux savoir en quoi est-ce que la Constitution actuelle oblige le président de la République à violer constamment et quotidiennement notre Constitution, à ne pas respecter les décisions de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas la Constitution actuelle qui l'en empêche. Au contraire, la Constitution dit très clairement qu'en matière constitutionnelle et de droits de l'homme, c'est la Cour constitutionnelle qui est l'instance suprême et que toutes ces décisions s'imposent à tous les acteurs. Mais pourquoi le gouvernement ne le respecte pas? Voulez-vous que je vous donne les exemples? Et sont plusieurs. Écoutez, bien savoir. Ne serait-ce que l'article 115. Que dit l'article 115 de notre Constitution? C'est lui qui rappelle que la Cour constitutionnelle est composée de 7 membres, dont 3 nommés par le président et 4 par le bureau de l'Assemblée nationale. Mais depuis le mois de janvier, la Cour est à 6 membres. Simplement parce qu'un des membres a démissionné, Dato Simplice. La loi organique de la Cour dit, OK, un conseiller a le droit de démissionner. 2 ou 3 peuvent même démissionner. Mais à ce moment-là, l'organe qui l'a désigné ou qui les a désignés est obligé de procéder à leur remplacement dans le mois de la démission. Dans le mois de la démission. Simplice Dato avait été nommé par le président de la République. Donc, il revient au président de la République de le remplacer. Depuis janvier, on est aujourd'hui début avril. Le président, comme si de rien n'était, mais avec un mépris glaçant, non seulement pour la société, mais également pour la Constitution, refuse de désigner son successeur, violant ainsi au quotidien cet article 115 de la Constitution. C'est juste inacceptable. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas réussi à réviser la Constitution qu'il va commencer par violer au quotidien la Constitution.
pour moi, il y a quelques semaines, quand ça a commencé, j'avais parlé d'indignation. Maintenant, je suis même au stade de la révolte. Mais pourquoi établissez-vous un lien entre le rejet de la réforme constitutionnelle et Je vais vous expliquer, parce que justement, vous n'avez pas récité, vous n'avez pas rappelé tout ce qu'ils ont tenu comme propos au lendemain de l'échec. Le ministre de la Justice, sans aucun doute relayant la pensée du président de la République, avait promis, c'est même gentil, avait menacé que désormais il ferait la politique avec la rage et la ruse. C'est ça aussi. Malheureusement, nous sommes dans une république. La rage et la ruse ne sont pas des valeurs républicaines. Ça n'apparaît dans aucune disposition de notre Constitution. Et le ministre qui le dit, qui est maintenu en place par son chef, ça veut dire simplement que son chef adhère à ce qu'il a dit. Sinon, en politique, lorsqu'un président de la République n'est pas d'accord avec les propos de son ministre, il s'en sépare. Ou à tout le moins fait une déclaration pour rattraper le coup. Ça n'a jamais été le cas. Donc ça veut dire que cette politique qui est faite avec la rage et la ruse, c'est ça qui permet aujourd'hui de ne pas, notamment la rage, de ne pas respecter les décisions de la Cour constitutionnelle. Regardez l'histoire du COSLEPI. Autre exemple, qui n'est toujours pas respecté. Mais c'est quand même c'est un crime contre la démocratie, c'est un crime contre notre Constitution. La Cour constitutionnelle a décidé que les députés avaient violé la loi en ne désignant pas leurs représentants. Il s'est trouvé dans cette même République de la rage et de la ruse, des députés soi-disant de la majorité présidentielle, venir à une conférence de presse publique, expliquer pourquoi ils ne respectent pas une décision de la Cour constitutionnelle en promettant qu'ils installeront le prochain COSLEPI. Mais c'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire ce qui nous arrive. C'est à la limite même de la révolte. Honorable Orden Aladatin, parle-nous un peu des acquis de la démocratie et de la limite de la patience. Chaque jour qui passe sur les acquis de la démocratie, je vais parler de la liberté d'expression. Les médias, les chaînes de télévision, par exemple, publiques, quand vous avez un discours qui n'est pas dans le sens du discours qui est tenu par les chambres de pouvoir, vous n'avez pas droit à la parole. Donc voilà, le droit de grève a été refusé à certaines personnes. Aujourd'hui, quand vous n'êtes pas d'accord, vous ne pouvez pas le faire savoir. Et donc dans ce contexte-là, nous étant fondamentalement non violents, en attendant que donc la patience atteigne ses limites, voilà, nous avons estimé que c'était un moyen d'expression pour nous qui ne sommes pas d'accord avec la manière dont le pays est gouverné. Donc il y a beaucoup d'objectifs à travers le Mercredi Rouge que nous avons lancé. Vous savez, ce projet de révision de la Constitution en catimini, sans respecter un peu le parallélisme des formes, le consensus à valeur constitutionnelle, sans respecter tout cela, on envoie un projet donc par effraction au Parlement et puis après on découvre un beau matin qu'il y a un projet donc qui est envoyé aux députés. Nous nous disons que cette manière de faire n'est pas bonne et que la Constitution est le pilier, le fondement donc de la vie démocratique du Bénin et qu'on ne saurait la toucher sans nous consulter et sans nous écouter là-dessus. Et parce que nous ne sommes pas d'accord, nous mettons du rouge pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette manière. Maître Joseph Djogbenou, un gouvernement en fin de mandat a-t-il assez de légitimité politique pour s'engager sur des opérations emportant de lourdes charges? La lucidité, la raison voudrait qu'un gouvernement en fin de mandat a moins de légitimité politique pour s'engager sur des opérations emportant de lourdes charges. Je considère qu'il y a un programme consensuel pour ce gouvernement, pour cette fin de mandat. C'est l'organisation des élections. Parce que, même dans la perspective, avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire, d'augmenter les recettes, quels sont les choix qu'on va faire? Ce sont les choix politiques. Et nous sommes en période électorale. Et vous voyez un responsable politique qui ne peut plus faire ce débat politique et qui va prendre des engagements politiques aussi importants. Gardons la lucidité, faisons en sorte que, au moins une fois, on dise que les Noirs pensent bien, se comportent bien.
Maître Abraham Zinzindokwe, est-ce que le débat de la révision constitutionnelle est-il seulement l'affaire de l'Assemblée nationale? C'est le débat du peuple, ce n'est pas le débat de 83 personnes. Voilà. Quelle que soit la voix, parlementaire ou référendaire, le peuple doit être associé. Pourquoi? Cette constitution-là, elle a une charge émotionnelle. Il y a un lien d'amour entre le peuple et cette constitution. Donc on ne peut pas en faire une affaire c'est l'Assemblée. De l'élite. Président Boni Yayi, est-ce que votre parti politique, les démocrates, a-t-il des points relatifs à la révision de la Constitution? Nous n'avons pas de grief, nous n'avons pas de souffrance de ma part, ils vont me compléter. Nous n'avons pas de points qui concernent la Constitution. Maître Joseph Djogbenou, pourquoi le président a-t-il saisi l'Assemblée nationale? C'est à l'occasion de l'approbation que l'on peut considérer deux autres voies. L'approbation par l'Assemblée nationale, les 4/5e, et à défaut, mais seulement à défaut, l'option du référendum. Alors c'est ce qui explique que le président de la République a saisi, en conformité avec la Constitution, l'Assemblée nationale pour qu'elle évalue, pour qu'elle décide, pour qu'elle délibère sur le texte suivant les dispositions prévues par la Constitution. Le garde des Sceaux a procédé ensuite par comparaison des rapports antérieurs d'études de la Constitution béninoise, celui de la commission Maurice Ahanzo Glélé en 2009 et celui de la commission Joseph Nyolonfon de 2013. Nous avons souhaité que vous preniez connaissance de ces rapports-là et que vous appréciez, lorsque vous souhaitez nous juger le gouvernement, que dans ce jugement il y ait un peu de justice et un peu plus de justesse. Maître Joseph Djogbenou, que fera le gouvernement après l'échec de la première tentative de révision de la Constitution? Le président de la République a tenu à sa promesse que le projet a été initié dans l'année de son investiture et que l'Assemblée nationale a fait son travail et a délibéré sur la prise en considération. Évidemment, comme vous l'avez su et constaté, que cette décision est négative à la poursuite de la procédure de révision. Et donc le gouvernement va l'apprécier, va en tirer les conséquences qu'il jugera nécessaires. Ce qu'il faut concrètement dire, c'est qu'il n'y aura pas de débat sur l'approbation du projet. Ce qu'il faut dire, c'est que notre Constitution reste en l'état. Ce qu'il faut dire, c'est que tout ce qu'elle a de vertueuse demeure. Tout ce qu'elle a de difficultés demeure, mais c'est un cheminement, c'est un combat, il se poursuivra. Nous sommes des êtres humains de liberté. Le libre arbitre est intrinsèque à l'être, est consubstantiel à l'être. Chacun a usé de son libre arbitre et c'est ce qui fait les grandes nations. Je pense que ce n'est pas une question de littérature ni de mathématiques, c'est une question d'hommes et de femmes qui à un moment donné se prononcent et apprécient. Il appartient à l'autorité politique de tirer les conséquences les plus appropriées. Je crois que le président de la République va les tirer et les membres de son gouvernement aussi. Nous allons donc l'appliquer comme il a l'habitude de le faire et que même si nous sommes fortement convaincus qu'il faut réviser notre Constitution, je pense qu'à un moment donné, ce peuple réussira à le faire. Peut-être pas de notre temps, peut-être bien que oui, de notre temps aussi. Et donc, chacun appréciera le moment venu. Une décision a toujours une vertu. Et il s'agira de transformer les difficultés en opportunités et de faire avancer notre pays. Honorable Orden Aladatin, que vous inspire l'échec de la révision de la Constitution?
Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous avec ce plateau qui va essayer de faire le décryptage du vote rejet effectué par le Parlement le 4 avril dernier par rapport à la recevabilité du projet de révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle, c'est derrière moi. Ainsi parlait le 8 avril dernier le président de la République, 4 jours après le rejet par le Parlement de la recevabilité du projet présidentiel de révision de la Constitution. Patrice Talon renonce à le réintroduire au Parlement et rabat les cartes par rapport à sa promesse de mandat unique, l'un des points clés du projet rejeté. En 2021, on avisera, s'est-il empressé d'ajouter, décider le chef de l'État à faire désormais résolument de la politique. Le 4 avril dernier, 22 députés ont voté contre, 60 pour et une abstention. Voici donc la photographie, voilà plutôt la photographie du vote par lequel le Parlement a mis un coup d'arrêt au projet de révision de la Constitution proposé par le chef de l'État. Aucune chance de voir donc ce projet examiné, aucune chance. Alors dites-nous, avant que je vous permette peut-être de réagir, de nous donner vos sentiments, comment vous avez réagi et nous expliquer le contexte dans lequel au Parlement ce vote a pu intervenir, vous faisant rater des 3/4 qui aurait pu vous permettre, 3/4 des votes, qui aurait pu vous permettre d'examiner, tout au moins d'ouvrir le projet, de l'examiner, avant peut-être de le rejeter ou de l'amender. On va repartir au 4 avril au Parlement pour suivre le compte-rendu qu'en a fait l'un de nos reporters qui était au Parlement, Guillaume Avienne. Cela s'est joué à 2 voix près. Le projet de modification de la Constitution du 11 décembre 1990, introduit au Parlement par l'exécutif, vient d'être rejeté à 60 voix pour, 22 contre et 1 abstention. Les députés favorables à la recevabilité du document n'ont en effet pas pu rallier à leur cause les 3/4 du Parlement requis, au grand soulagement des manifestants postés devant l'hémicycle depuis ce lundi. C'est la victoire des travailleurs. Une victoire du peuple qui se justifie, pense-t-on, dans le rang de ceux qui ont voté contre la recevabilité. Notre constitution, on doit la toucher. Mais il faut que cela soit dans un cadre de consensus large. Il faut que cela soit dans une atmosphère qui rassure le peuple. Si nous pouvons rentrer tranquillement aujourd'hui, c'est grâce à nous. Parce que la foule qui attendait, je me demande où est-ce qu'on allait rentrer si éventuellement on n'avait pas sauvé la. Si nous constatons que les dispositions, que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont respectés, je crois qu'il est normal qu'on accède et qu'on puisse faire des amendements. Pour les députés favorables au franchissement de la première étape dans le processus devant conduire à l'étude du document, la minorité qui vient de dicter sa loi à la majorité semble mal inspirée. Moi, j'ai voté le oui, je l'assume. Si ça reprend, je fais la même chose. Et c'est à moi de m'expliquer à la base pourquoi j'ai voté oui. Je ne suis pas un homme qui fuit sa responsabilité. Je suis un peu malheureux pour ce peuple-là, à qui on a laissé croire que c'est en rejetant ce projet-là qu'il aura à manger tout de suite. La plaie a été béante. Nous sommes venus au pouvoir dans des conditions que vous connaissez. Nous avons souhaité que on pouvait prendre en considération ce projet de loi, l'analyser, l'étudier, l'amender et faire au besoin le vote. Mais d'autres ont estimé qu'il fallait refaire autrement. Après ce rejet, le gouvernement dispose de 3 mois francs pour réintroduire son projet au Parlement avec ou sans les amendements des parlementaires et sachants. Eh bien, le chef de l'État, 4 jours après, a décidé de ne plus en parler. On a entendu les clameurs de ceux qui étaient contre ce projet de révision, ceux des mouvements qui se sont dressés et qui ont beaucoup sensibilisé l'opinion contre le projet. Président Boni Yayi, est-ce que ce code nous garantit-il des élections transparentes et pacifiques? Aujourd'hui, ce n'est pas clair que nos textes, que ce code électoral qui a été voté, nous garantissent, comme en 2013, le code de 2013 qui nous a permis d'organiser les législatives de 2015 et la présidentielle de 2016. Je donne en désordre la Sénat, quelle est la situation?
allez vérifier, on n'est pas rassuré. Deuxièmement, la question de la présence de l'opposition devant comment dirais-je, au bureau de vote. On a dit que c'est le président de la Sénat qui nomme le président du bureau de vote et les deux assesseurs qui certainement vont signer les procès-verbaux, etc. Mais d'où viennent ces trois? Toujours la ruse et la rage. Chers compatriotes, j'ai eu l'occasion, je dis bien j'ai eu l'occasion de présider plus d'une dizaine de missions internationales d'observation électorale. Peut-être que je m'en vais, on ne peut pas maintenant pour aller au Sénégal. Le Bénin a le pire code électoral qui existe aujourd'hui, non seulement dans la sous-région, mais encore dans la région, mais encore dans notre continent, mais encore dans le monde. Chers compatriotes, ci-dessous, une séquence des conséquences de l'exclusion électorale résultant du code électoral de Patrice Talon et du certificat de conformité de Joseph Diogbenou. Âme sensible, s'abstenir. Quelqu'un tu es fidèle. Pourquoi tu es dans tout le monde? Bon, il y a 6 heures. Bon, mais un coup de demain. Quelqu'un a des zéros. Diawa, mais quoi? Blafio, quelqu'un. Notez. Notez, Tiga est le point, c'est le tour. Tiga est fait. Et Gagao, Tiga, Azem, il est le tour. Chers compatriotes, les élections générales de 2026 en perspective, législatives, communales et présidentielles, constituent une première sous le renouveau démocratique. J'exhorte en conséquence tout Béninois, toute Béninoise, ayant encore ses facultés psychologiques et mentales en place, à s'engager résolument pour sauver la patrie en danger. Patrice Talon et ses camarades sont en train de télécharger avec un vernis législatif un code électoral, une constitution ou toute autre loi électorale, une bombe à fragmentation qui risque d'emporter tout le monde. Plaise le ciel, ce complot échouera au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez au biberon ou non, responsables politiques, intellectuels, responsables religieux, têtes couronnées, responsables syndicaux, artistes, ouvriers, paysans, artisans, femmes de marché, commerçants, étudiants, élèves, personnel des forces de défense et de sécurité. Tous, levons-nous pour commencer à tirer la sonnette d'alarme, comme certains le font déjà, pour préserver la paix et la tranquillité au Bénin. Votre silence et votre passivité seront suicidaires pour vous-même
et les générations à venir. La situation que je vois pointer à l'horizon est astucieuse et extrêmement catastrophique. Maître Paul Kato Atita, quelle est la portée juridique du serment et du mandat présidentiel au regard de la Constitution du 11 décembre 1990? Maître Paul Kato Atita, regardez dans la caméra et dites, le chef de l'État peut-il aller au-delà du 5 avril ou pas? Ça, non, allez-y, non, de façon honnête. Non, par rapport au droit? Par rapport au droit. Ah non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? C'est pas possible. Le mandat est là, impératif est là. Le mandat impératif est là. Moi, je parle du le mandat impératif est là. Le serment, là, ça couvre une période de 5 ans. Les 45 jours sont protégés par quoi? Donc il faut donner une forme solennelle aux 45 jours. Il faut les protéger 45 jours. Vous ne voyez que l'aspect pénal. Mais ça a un effet sur l'aspect constitutionnel. C'est ça. Les 45 jours-là représentent quoi? Vu que le constituant l'a fait, le chef de l'État peut-il négocier les 45 jours en plus? Ça, c'est avec les hommes politiques. C'est avec les hommes politiques. D'où le dialogue est nécessaire. Voilà. C'est avec les hommes politiques. Je ne sais même pas si on ne l'a pas piégé en mettant les 45 jours là. Non mais son entourage est si porté à son image qu'il ne fera certainement pas ça. En mettant les 45 jours là. Maître Paul Kato Atita, le Bénin est en train d'effectuer sa marche, mais voudrait le faire à pas assuré. Sur la question de prorogation qui continue de diviser, si on doit trancher dans le vif, comment peut-on procéder? Vous avez fait beaucoup de suggestions là déjà, mais comment peut-on procéder? Je vais vous dire quelque chose. La modification de la durée du mandat ne peut être réglée que par le peuple souverain. Ça devait retourner devant un référendum. L'expression des situations juridiquement établies. Le constituant originaire a retenu cette durée-là. Et a dit qu'il ne doit pas avoir confiscation du pouvoir dans le préambule, ni pouvoir personnel. Et lorsqu'on parle de situation juridiquement établie, ça veut dire que vous ne devez pas aller toucher à ça. Alors, seul peut toucher à ça le peuple souverain. Et l'Assemblée nationale n'est pas le peuple souverain, n'a pas la souveraineté du peuple. L'Assemblée nationale n'a pas le peuple, non. L'Assemblée nationale n'a pas la souveraineté. Mais il faut voir les ouvrages. L'Assemblée nationale n'a pas la souveraineté. L'Assemblée nationale est un pouvoir constitué. C'est-à-dire un pouvoir qui est né lui-même délégué, qui est né par délégation du peuple. Il n'est pas souverain. Donc, il n'est pas constituant. Il faut forcément... Il est dérivé. Oui, il faut retourner vers le peuple. Ceux qui ont fait la Constitution 90 l'ont solidement verrouillé. Le reste, c'est comme passe outre ou passe outre. Et la souveraineté, là, seulement, c'est pour le peuple. Mais pas pour l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale détient un droit de modification, de révision, dans les limites que le peuple lui a conférées. C'est-à-dire le constituant originaire, qui est le peuple, lui a conféré. Parce qu'il faudrait que je vous explique. Hein. Lorsque Kérékou est parti d'ici à la PLM à Lédio en 1989, je crois, avec la conférence des forces vives, la Constitution en 17 là, révolutionnaire a été annulée. Kérékou l'a annulée, toute la conférence l'a annulée. Le Bénin était sans constitution. Mais la conférence a décidé de créer une constitution nouvelle. Et à partir de ce moment-là, le peuple doit établir sa nouvelle constitution. Et ce droit reconnu au peuple, c'est ça qui fait de lui le constituant originaire. Qui, lui, il n'est limité par rien du tout. Il conçoit la constitution d'origine dans le sens qu'il veut, établit tous les pouvoirs dans lesquels qu'il veut, et fait des interdictions sur les points qu'il veut, et dit maintenant, allons au vote, le référendum, que chacun des Béninois se prononce dessus, chacun s'est prononcé dessus. C'est lui seul qui a sa souveraineté. Le reste des modifications
donné à l'Assemblée nationale, ce n'est que par délégation. Et c'est pourquoi il est une institution dérivée dans les modifications. Et ne peut pas aller au-delà des limites que le peuple souverain lui a concédées. Or, le peuple souverain a conservé le mandat, modification du mandat pour lui-même, en disant c'est une situation juridiquement établie. C'est-à-dire ça là, on n'en parle pas sans moi-même. Alors, maître, vous pouvez parler de d'autres choses qu'on a numérées. La forme et le fond. Il a des règles de fond. Le peuple souverain a réglementé ça. Tant que l'Assemblée agit suivant ses formes et dans le fond qui lui a été concédé, pas de problème. Et la Cour devrait contrôler ça. Est-ce que l'Assemblée a agi dans les limites de forme et limites de fond que le peuple souverain lui a conférées? Et c'est pourquoi le professeur Olo disait, cette incompétence-là, critiquer cette incompétence, parce qu'il devrait contrôler est-ce qu'il a agi, les députés ont agi dans le sens. Maître Robert Dossou, dans la proposition de révision constitutionnelle déposée par l'honorable Hassan Seibou, il est proposé la diminution du mandat du président de la République en exercice. Qu'en pensez-vous? Le mandat est un pouvoir, une prérogative que les électeurs confèrent à un élu dans un système démocratique et représentatif. À la date où quelqu'un est élu, le mandat qu'on lui confère a déjà son contenu fixé dans la Constitution et les lois organiques, dont la durée du mandat. Cela signifie que ça fait un contrat entre l'électeur et l'élu. Mais une fois vous avez le pouvoir, vous avez le devoir d'exécuter ce mandat. Et quant au changement de la durée du mandat, parce qu'en Afrique, c'est là le gros problème. Le gros problème, une fois qu'on a le pouvoir, on s'en sert pour modifier le contenu du pouvoir qui vous est conféré. Ici au Bénin, vu l'attachement que nous avons à la Constitution, à notre Constitution du 11 décembre 1990, cet attachement fait que celui qui veut toucher à la Constitution du Bénin actuel, où il hésite beaucoup, où il plonge dans des astuces incommensurables pour pouvoir y toucher. Tous ceux qui ont précédé le régime de 2016 ont beaucoup hésité, ont tremblé et puis ont reculé. Mais depuis 2016, ça va être la deuxième fois que l'on va vouloir toucher à cette Constitution et particulièrement au mandat du président de la République. Les réformes de mi-2019 ont rallongé en cours de mandat le dit mandat. C'est inadmissible. Quels que soient les prétextes qui ont été avancés, inadmissible pour moi. Maintenant, le même mandat va être raccourci. J'ai bien dit qu'à la date de l'élection, suivie de prestation de serment, c'est sacré. Et depuis 2016, on modifie, on pousse, on rallonge et on revient en arrière. Ce n'est pas bien. Je ne peux pas aujourd'hui applaudir à une quelconque modification de la durée d'un mandat conféré. On peut changer ça pour les élections à venir, mais on ne peut pas, pendant le cours du mandat, prendre des prétextes pour changer. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, levons-nous et défendons la patrie. Barrons la voie aux imposteurs. Attendre le salut d'une hypothétique élection à venir est la pire erreur à éviter. Président Patrice Talon, veuillez prendre vos responsabilités. Vous avez poussé le bouchon trop loin déjà. La violence et la brutalité à vos habitudes risquent d'être fatales. La seule issue demeure les assises nationales inclusives. Je voudrais à présent partager avec nous
quelques enseignements. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Proverbe chapitre 1, verset 17. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Proverbe chapitre 2, verset 13. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Proverbe chapitre 2, verset 26. Que Dieu accorde à chacun de nous la sagesse et enlève de nos cœurs la folie de la perdition.